Bonjour et bienvenue à ce webinaire qui s'intitule Power BI, une vue à 360 degrés. Aujourd'hui, on a un défi énorme devant nous, c'est-à-dire résumer Power BI en moins d'une heure. C'est une tâche colossale et je me suis demandé c'était quoi la meilleure façon de faire cette présentation-là. Est-ce que c'était par le biais d'une démo concrètement? Puis la réponse était difficilement oui, parce que faire une démo et tout couvrir en dedans d'une heure, c'est à peu près impossible. Alors, ce que j'ai fait, c'est une présentation à travers Power BI Desktop que j'ai montée avec la fonctionnalité des signets pour ceux qui les connaissent. Pour ceux qui les connaissent pas, vous allez les connaître à la fin de la présentation, en fait pendant la présentation. Et donc, ça me donne l'opportunité de faire le tour de l'ensemble de la solution, évidemment sans rentrer dans les détails. Par contre, j'ai fait une multitude d'articles de blog qui vont vraiment dans les détails de chacun des sujets que je traite aujourd'hui. Alors, si vous voulez les liens à la fin de la rencontre, je vais vous les fournir. Également, donc, pendant la formation, vu que je le fais à travers une présentation dans Power BI Desktop, j'ai tenté d'utiliser le plus de visualisations différentes. Donc, pour couvrir à la fois le volet des visualisations, la possibilité au niveau des visualisations de données dans Power BI. Alors, on va étudier la solution section par section, si j'ose dire, et l'ordre des numéros ici est important. Power BI va d'abord et avant tout nous permettre de nous connecter à des données. Alors, on va voir les informations par rapport à ça. Une fois qu'on est connecté, on va pouvoir les transformer, donc faire du ménage pour que ces données-là soient faciles à analyser. On va pouvoir ensuite modéliser les données, donc créer des relations entre les sources de données, créer finalement des espèces de cubes virtuels qu'on pourra questionner par la suite. Et par la suite, j'ai fait deux blocs, exploration de données et visualisation de données. Pour moi, il y a là une différence majeure, c'est-à-dire que quand on est au niveau de l'exploration des données, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va présenter nécessairement, on explore, donc on cherche quelque chose, on cherche des tendances, on cherche des éléments hors normes, on cherche finalement à comprendre mieux nos données. Et quand on trouve, finalement, on présente par le biais de visualisation de données. Alors, les sections 4 et 5, ce seront certainement les sections les plus dynamiques, les plus intéressantes, parce que je vais montrer différentes fonctionnalités, donc très, très concrètes, alors que les autres, on va être plus dans les concepts. Et finalement, on va poursuivre avec le partage de rapports. Donc, une fois que vous avez construit vos rapports, construit vos visualisations de données, vous souhaitez partager le tout avec vos collègues. On va montrer comment ça marche. Et ces collègues-là, par la suite, comment ils vont les consommer, les rapports qui seront partagés avec eux. Bien, il y a une panoplie de solutions possibles et c'est ce qu'on va voir donc également. Je vous ai dit entrée de jeu que j'utiliserai les signets. Ça me permet donc de passer au panneau suivant, si j'ose dire. Et vous allez voir, c'est ce qui me permet donc d'enchaîner ma présentation, tous les éléments de la présentation. Alors, on va commencer, comme je le disais, avec la connexion aux données. Et avant de se connecter aux données, ben, il faut savoir quel outil utiliser. Donc ça, c'est vraiment la base. Et donc, on va travailler avec Power BI Desktop. Alors, il existe Power BI Desktop, Power BI Service, Power BI Report Server, Power BI Mobile, l'application mobile. On va parler de tout ça dans la présentation. Mais à ce stade-ci, ce qui nous intéresse, c'est Power BI Desktop, qui est notre application de bureau qui va nous servir pour créer nos rapports, donc se connecter à différentes sources de données et créer les rapports. Et Power BI Desktop, pendant longtemps, il n'y a eu qu'une seule version, mais au moment où on se parle, il y a maintenant trois versions, c'est-à-dire qu'il y a trois façons différentes d'aller télécharger Power BI Desktop. La première, c'est, j'appelais ça la version originale, c'est-à-dire celle qui est là depuis toujours. On va sur le lien que j'ai fourni ici sur le site de Microsoft et on télécharge simplement l'application. Quand on fait ça, il faut la télécharger dans la langue de notre choix. On ne pourra pas changer de langue par la suite. Si on veut changer de langue, il faut retourner télécharger une nouvelle version. Le désavantage de cette version-là, c'est que les mises à jour ne se font pas automatiquement. Donc, Power BI est mise à jour à chaque mois. Et à chaque mois, ce sont de nombreuses mises à jour qui ont lieu. Et si on veut y avoir accès avec cette version-là, il va falloir à chaque mois aller télécharger la nouvelle version.
Euh, En même temps, ça arrive que Microsoft fait des mises à jour et que ça brise certains rapports qu'on avait, donc ça peut être une façon aussi de se protéger. Ce sera à vous de voir à l'usage. Il y a maintenant donc une deuxième possibilité qui est d'aller télécharger l'application via le Microsoft Store ou la place de marché en français. Cette version-là, vous allez la télécharger d'abord en anglais, mais vous pourrez par la suite changer la langue aisément à travers l'application. Alors ça, c'est déjà un avantage. Et l'autre avantage, c'est que les mises à jour sont faites de façon automatique, donc vous n'avez pas à aller télécharger à chaque fois la nouvelle version. Mais si les mises à jour sont faites tous les mois dans la première version, bien évidemment, vous avez là deux versions équivalentes. Donc, c'est juste deux façons différentes de télécharger et d'accéder aux mises à jour. La troisième version, elle est un peu différente en ce sens qu'elle a un peu de retard au niveau des mises à jour et elle est utilisée pour publier des rapports dans Power BI Report Server. Alors, à la base, Power BI Desktop, on l'utilise pour publier dans le service, donc dans powerbi.com, le service web. Mais au fil du temps, Microsoft a ajouté une possibilité de publier on-premise pour les entreprises qui n'aimaient pas publier dans le cloud. Et donc, ça, c'est le Report Server. Et si vous êtes de ces entreprises-là à utiliser le Report Server, vous devez télécharger la bonne version de Power BI Desktop. Comme je disais, elle est mise à jour un peu moins fréquemment. Elle suit les updates de l'autre version, mais avec un peu de retard. Et donc, elle doit être téléchargée à un endroit différent. C'est cette version-là qui va vous permettre éventuellement de publier donc sur la version on-premise. Alors, toujours au niveau de la connexion de données, là, on a parlé de l'outil qui va nous permettre de se connecter aux données, Power BI Desktop. Mais maintenant, c'est quoi les sources de données disponibles? Dans Power BI, il y a un paquet de sources disponibles. J'ai mis les principales ici, mais vraiment, il y a des connecteurs pour à peu près tout. Quand il n'y a pas de connecteur, on peut utiliser des liens au DBC. Alors, si c'est possible d'installer un pilote au DBC sur la source, on pourra s'y connecter. Dans des cas où c'est par exemple des logiciels propriétaires où on n'a pas accès aux bases de données, bien souvent le logiciel va permettre de faire des exportations de rapports en Excel ou en CSV par exemple. Et Power BI travaille très bien à aller chercher des extraits des extractions de rapports, pardon, dans des dossiers et à les combiner ensemble. Donc, il y aurait dans ce cas-là évidemment une portion manuelle qui est d'extraire les rapports, mais tout le reste se ferait de façon automatisée. Donc, tout ça pour dire qu'on est capable de se connecter à peu près n'importe quelle source de données. Au-delà de se connecter à des sources, il y a d'autres options. Par exemple, on a la possibilité de faire de l'entrée manuelle. Alors, si j'ai une toute petite table que je veux contrôler à même Power BI, je ne veux pas qu'elle soit dans un fichier Excel quelque part sur lequel je vais pointer, mais je veux vraiment avoir le contrôle sur cette table-là. C'est peut-être des données qui servent de paramètres ou je ne sais quoi. Mais on peut faire de l'entrée manuelle dans la solution. Ça nous crée une espèce de feuille Excel, si j'ose dire, à même la solution, qu'on peut éditer à même la solution. Si vous avez maintenant travaillé des modèles de données dans Power Query, Power Pivot, dans Excel, alors c'est le cas de certains usagers, Power Query dans Excel, c'est le même éditeur de requêtes que Power BI et Power Pivot dans Excel, c'est le même engin de modélisation de données que Power BI. Et donc, si vous aviez commencé à créer des choses là, dans Excel et que vous voulez maintenant les déployer, si j'ose dire, dans Power BI Desktop, il y a une fonction pour importer le tout. Et à partir de ce moment-là, ça va se déployer dans Power BI et vous pourrez l'utiliser directement dans Power BI au lieu de dans Excel avec Power Query et Power Pivot. Une autre chose que j'aime aussi, c'est la possibilité dans Power BI Desktop d'enregistrer les modèles sous forme de template. C'est-à-dire qu'à la base, on enregistre des PBIX, donc l'extension du fichier, c'est un PBIX. Le PBIX ne sert à rien comme tel, ben, il sert à tout, mais il ne sert à rien dans le sens où c'est pas le PBIX qu'on va s'échanger comme on s'échangerait un fichier Excel. Le PBIX, on va le publier soit sur le service, soit sur le report server, et c'est de là qu'on ira le consommer. On va voir ça plus tard. Cela dit, quand on est à l'étape de la création,
Si on veut s'échanger des PBX parce qu'on est en train de travailler en équipe, en collaboration, ou vous êtes en train de travailler pour un client, je ne sais pas, vous avez la possibilité de le sauvegarder en format template, PBIT pour template, et ça va conserver donc tout le modèle comme tel, le rapport comme tel, si j'ose dire, mais en coquille. Alors, quand la personne va l'ouvrir, ça va être vide. Elle va devoir fournir certains paramètres. Donc, les paramètres, ça peut être par exemple où se trouvent les données sources sur son ordinateur à elle. Et du moment que tous les paramètres vont être remplis, le modèle finalement, le rapport va se déployer. Alors, c'est une autre façon de partager les données. Et finalement, puisqu'on est dans les sources de données, il faut savoir que pour les sources de données qui le permettent, on va pouvoir faire des requêtes. Donc, il y a toujours un petit bouton avancé quand on se connecte à une source de données. Quand on ouvre le bouton avancé, on va donc pouvoir faire des requêtes SQL sur les sources qui le permettent, des requêtes en DAX et en MDX, des, des scripts R. Alors, ce sera possible à partir de l'éditeur de requêtes directement et faire ce qu'on appelle des requêtes vides, donc partir de rien et rédiger carrément la requête en langage M. Alors, tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que on couvre pas mal tous les scénarios possibles au niveau de la connexion aux sources de données. Maintenant, il y a trois façons de se connecter aux données. Il y a l'importation, la connexion directe et la connexion active. Connexion directe et active, c'est très très semblable à quelques différences près, notamment au niveau des sources que ça concerne. Mais importation versus connexion directe et active, c'est assez différent. Alors, on va commencer avec importation. On va regarder les implications. Alors, quand on fait de l'importation de données, le mot l'indique, on importe les données dans le Power BI Desktop, éventuellement dans le service quand on aura publié, mais à la base donc dans le desktop. Et on peut faire ça de l'importation avec toutes les sources de données. Euh, donc, les données, ils seront importées. Ça veut dire qu'ils vont être conservés dans une cache en arrière. Et donc, ils ne seront pas connectés en temps réel à la source. Donc, une fois que c'est importé, il y a une coupure. Et maintenant, on travaille avec les données qui sont conservées dans la cache derrière. Si je veux mettre à jour les données, parce qu'elles ont changé dans la source, ben, je vais pouvoir cliquer sur un bouton, donc faire le rafraîchissement de façon manuelle, ou une fois que c'est publié dans le service, par exemple, je vais pouvoir programmer puis dire, ben, fais un rafraîchissement toutes les heures, par exemple. Si je fais ça, une fois qu'il sera publié dans le service et que ma source de données, elle est locale, ça va nécessiter que j'installe une passerelle, donc pour pouvoir lire à partir du cloud à la donnée on-premise, il va falloir que j'installe une passerelle, mais une fois la passerelle installée, la source de données ajoutée à la passerelle, je vais pouvoir programmer le rafraîchissement de données. Ça a l'avantage d'être très rapide au niveau des visualisations parce que la donnée n'est pas connectée en temps réel, elle est en arrière et dans la cache. Donc, quand je clique sur des boutons pour voir les ventes par mois, par année, par trimestre, ben, ça s'affiche très rapidement. Ça a aussi le très grand avantage de pouvoir croiser les sources de données entre elles. Alors, je peux aller chercher des données dans des fichiers, dans une base de données, sur le web, et bon, peu importe, et croiser donc toutes ces sources de données-là sans problème quand je suis en mode d'importation de données. Au niveau de l'éditeur de requêtes, donc toute la portion qui permet de transformer les données, je peux faire toutes les transformations qui sont disponibles dans l'éditeur. Même chose au niveau de la modélisation de données, donc tout ce qui est le DAX, tout ce qui est les relations entre les tables, j'ai pas de limite là non plus. Quand je publie dans le service, j'ai accès à toutes les fonctionnalités du service également. Et si je veux mettre de la sécurité, donc du row level security, c'est-à-dire que je crée un rapport, c'est le même rapport pour tout le monde, mais selon le user, la personne va voir des données différentes, plus ou moins de données, j'allais dire, c'est-à-dire les données qui la concernent. Ben ça va pouvoir se programmer donc dans le Power BI Desktop. Et on va pouvoir associer donc des rôles qui ont été créés dans le desktop avec des usagers dans le service. Alors, quand l'importation est possible et qu'on n'a pas de problème de performance, pas de problème quel qu'il soit, j'y vois là plus d'avantages que les autres modes de connexion. Mais évidemment, ça veut dire donc qu'il n'y a pas de problème de volumétrie ou de performance, par exemple.
Au niveau de la connexion directe, ça concerne donc des bases de données, par exemple SQL, des bases de données sur Azure, SAP BW, c'en est une. Donc, ce genre de base de données-là, on va pouvoir se connecter directement sur la source en temps réel. Alors, le rafraîchissement de données est fait de façon pratiquement automatique, donc j'ai dit temps réel. Même chose, on va devoir installer une passerelle sur le service si nos données sont locales. Donc, là, si la base de données est locale, s'il n'y a pas dans le nuage. Puis même pour juste voir les données dans le service, il va falloir installer la passerelle. La rapidité des requêtes, étant donné que c'est plus en cache en arrière, mais que ça se connecte tout le temps, donc il y a tout le temps un lien, ben là, dépendamment de la complexité, de la volumétrie, ça peut des fois être peu performant, des fois c'est très performant, ça dépend. Donc, il n'y a pas de réponse définitive, ça dépend de la taille, de la complexité. Au niveau du croisement de données avec d'autres sources de données, ben, c'est carrément impossible. Alors, il faut se connecter à la source en question, puis on ne peut pas croiser par la suite. Donc, c'est quand même une limite importante qu'il faut connaître avant de se lancer là-dedans. Au niveau de l'éditeur de requête, il y a aussi certaines limites qui sont imposées. On ne peut pas tout faire. Même chose avec le DAX et le modèle de données. Donc, il y a certaines limites au niveau des colonnes calculées, des tables calculées. On ne peut pas faire, par exemple, de relations bidirectionnelles. On ne peut pas utiliser la fonction DAXPath pour aller lire les parents, les enfants. Donc, il y a une option qu'on peut cocher puis qui autorise sans restriction toutes les mesures en DAX, mais là, ça peut considérablement ralentir votre solution. Donc, il faut savoir avant de se lancer là-dedans. Et au niveau du service, il y aura aussi certaines choses qui ne seront pas disponibles, comme la fonctionnalité d'analyse rapide, la fonctionnalité de Q&A, qui est de questionner les données en langage naturel, la possibilité d'analyser votre modèle dans Excel. Donc, ces fonctionnalités-là, notamment, ne seront pas disponibles. Et au niveau de la sécurité, ben, on va fonctionner de la même façon qu'à l'importation de données. Donc, on pourra introduire des règles de row-level security dans le desktop. Et je vous ai dit connexion active, c'est très très semblable à direct, mais ça concerne trois sources de données. Les modèles tabulaires sur Analysis Services, les modèles qu'on aurait créés dans Power BI Desktop et publiés sur le service et qu'on veut reconsommer par la suite, et les données de Common Data Services, qui est quand même assez récent. Dans tous les cas, on a affaire à un modèle de données tabulaire et on peut juste se connecter sur ce modèle-là, donc c'est impossible de croiser avec d'autres données. C'est en temps réel, le rafraîchissement est automatique, on a encore besoin de la passerelle si les données sont locales et qu'on publie sur le service. La rapidité des requêtes, même scénario, ça dépend de la taille, de la complexité. Mais regardez ici, au niveau de l'éditeur de requêtes, on ne peut rien toucher. On n'a même pas accès à cette section-là, donc c'est complètement bloqué. Au niveau du DAX, des mesures, de la modélisation de données, c'est très, 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 très restreint. On peut faire des mesures très simples, mais vraiment pas grand-chose. Et au niveau du service, encore une fois, il y a certaines fonctionnalités qui ne seront pas disponibles. Par contre, ici, on a la sécurité, on reprend la sécurité à la source. Donc, on n'a pas besoin de créer de rôle de sécurité. On reprend celle de la source. Donc, ça peut être une des raisons, par exemple, pour laquelle on irait vers ce type de connexion. Alors, ça fait le tour de la connexion aux données. Maintenant, j'essaie d'aller rapidement je vais me rendre à 4 et 5 qui va vous intéresser davantage, mais c'est des informations importantes que je vous communique en ce moment néanmoins. La deuxième étape, une fois qu'on est connecté, donc, c'est de transformer nos données. Alors, j'ai mis ici j'ai séparé en 4 catégories le genre de transformation qu'on peut faire dans l'éditeur de requête. Donc, je vais vous présenter ce qu'on peut faire au niveau de la transformation comme telle, ajout de colonnes, utilisation du code M et combinaison de fichiers. Alors, allons-y avec transformer. Quand vous allez accéder à vos données, si elles ne sont pas prêtes à être analysées, donc sont dans un format qui n'est pas très convivial, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire aisément. Aisément dans le sens où vous cliquez sur des boutons et ça va générer le code pour vous. Donc, c'est plus aisément que ça, c'est difficile à faire. Donc, pour ceux qui connaissent Power Query, c'est l'équivalent de Power Query.
Ça va vous permettre donc de supprimer, si vous voulez par exemple, supprimer les erreurs, supprimer les doublons, supprimer des espaces, c'est des possibilités que vous avez, fusionner des colonnes ensemble ou fractionner une colonne en différentes colonnes, ou mieux encore, extraire une portion de la colonne. Je pourrais dire extraire tout ce qui est avant le délimiteur X, après le délimiteur X, entre le délimiteur X et Y. Alors le extraire qui est apparu dernièrement, a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel. On peut pratiquement tirer toute l'information qu'on veut d'une colonne, notamment si on veut faire parler une source de données avec une autre et que la colonne qui est commune n'est pas dans le même format et qu'on doit la modifier d'abord, extraire va être souvent sollicité. Remplacer les valeurs, par exemple, je veux remplacer tous les points par des virgules, des choses comme ça. Remplir vers le haut, remplir vers le bas. Alors, dans certaines sources de données, il y a des trous qu'on veut remplir. Dans d'autres cas, c'est nous. On va faire une séquence de transformation de données pour arriver à un résultat. Et dans la séquence de transformation, on va se mettre à transposer des choses et ainsi de suite. Et on va devoir utiliser cette fonctionnalité-là pour arriver à une source de données analysable. Alors ça, c'est souvent utilisé, remplir vers le bas, remplir vers le haut. Compter le nombre de lignes, pivoter, dépivoter, donc prendre les colonnes, les pivoter, les dépivoter, carrément transposer la table, donc mettre toutes les lignes en colonne, toutes les colonnes en ligne, faire des regroupements, donc mes données sont très très détaillées, je veux les agréger davantage, peut-être pour fusionner avec une autre source de données qui est plus agrégée par la suite. Alors, je vais pouvoir regrouper mes données à un niveau plus, à un grain, si j'ose dire, plus élevé. Il y a toutes sortes de fonctionnalités pour ajouter des colonnes. Donc, ajouter des colonnes d'informations numériques. Par exemple, j'ai une colonne numérique, je veux savoir si c'est une donnée euh, pair ou impair, et puis travailler avec ça par la suite. Ça serait possible. Par exemple, j'ai mis un exemple récemment sur le blog. La personne qui me parlait, sa problématique, c'est que ces données étaient toutes intercalées. Donc, elle avait besoin de mettre toutes les lignes paires ensemble, toutes les lignes impaires ensemble. En ajoutant une colonne d'informations pair-impair, c'est possible par la suite de refaire la table comme il faut. Encore une fois, on peut faire des extractions, donc en ajoutant une colonne. On peut faire quelque chose, ça c'est assez intéressant à partir d'exemples. Supposons que vous avez des données, vous savez le résultat que vous voulez arriver, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Ça, c'est du reverse engineering, c'est-à-dire vous savez le résultat, mais vous ne savez pas la fonctionnalité ou la ligne de code pour y parvenir. Vous fournissez la réponse à laquelle vous voulez arriver et Power Query, ou en tout cas l'éditeur de requête de Power BI, va vous générer la ligne de code associée. Alors ça, c'était moyennement performant au début, pour être honnête. Ça s'améliore de mois en mois, donc ça commence à être franchement intéressant. Quand vous ajoutez une colonne, vous allez pouvoir appeler une fonction que vous aurez créée avec le code M. Vous pouvez créer toutes sortes de fonctions basées sur les dates, donc trouver le nombre de jours dans le mois, la date de fin de mois, ces choses-là, c'est possible aisément. Vous pouvez ajouter des colonnes conditionnelles avec un petit engin qui vous supporte là-dedans, une espèce d'assistant qui va dire si la colonne 1 est, je sais pas, plus grand que telle chose, mets ceci, sinon mets cela. Donc, c'est possible de le faire aisément. Rajouter des colonnes d'index qui vont servir à d'autres calculs par la suite, ou carrément ajouter une colonne personnalisée dans laquelle vous allez insérer votre propre code si vous êtes à l'aise avec le code M, qui est le code de l'éditeur de requête. Alors, ce fameux code M, je l'ai déjà dit, il permet donc de créer vos propres fonctions. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se font sans qu'on sache même que le code M existe. Mais évidemment, si on veut aller plus loin, savoir le code M va nous permettre de créer des fonctions. Et créer des fonctions va nous permettre d'à peu près tout faire. Alors, ça, c'est intéressant aussi. On va pouvoir aussi utiliser, en fait, se créer et utiliser dans nos fonctions certains paramètres. On va pouvoir aussi créer des tables et des listes qui, elles, seront appelées par d'autres fonctions. Alors, on peut générer facilement ce type d'informations-là. Et au niveau de la combinaison, on a des options pour facilement combiner un ensemble de fichiers entre eux. Donc, je pointe sur un dossier. Dans ce dossier-là, il y a plein de fichiers. Il y a des fichiers qui doivent être fusionnés, d'autres non. Je pointe sur le dossier, j'écris quelques règles et au final, ça fusionne les fichiers qui doivent être fusionnés ensemble, ça les met bout à bout. Alors, on a cette option-là. Et on a l'option d'ajouter ou de fusionner des requêtes ensemble. La différence, c'est que fusionner, ça va être côte à côte. Donc, je vais fusionner deux tables côte à côte. Ajout, c'est bout à bout, donc une en dessous de l'autre.
On va pouvoir faire ça, encore une fois, assez aisément. Alors, ça nous permet, quand nos données sont pas propres, de les nettoyer et de pouvoir les analyser par la suite. C'est ce qui nous amène donc à la construction de notre modèle de données. Alors, le modèle de données, on cherche à créer un modèle en étoile. En fait, j'ai dit on cherche à, donc ça c'est la vision, disons, pure. Dans la réalité, c'est souvent difficile de se limiter à un modèle en étoile, mais c'est ce qu'on devrait viser. Alors, un modèle en étoile, c'est un modèle où j'ai ma table de faits au centre et mes tables de dimensions autour. Mes tables de faits étant mes tables de transactions. Par exemple, ici, j'ai deux tables de faits. J'ai la table des actuels et mes données actuelles, mes données budget. Dans un modèle en étoile, j'aurais donc juste une table de faits. C'est la table dans laquelle se trouvent donc toutes les valeurs à analyser. Et tout autour de la table, je ferai des liens pour aller chercher des données dans des tables de dimensions. Alors, les liens se font par des clés communes, par exemple le numéro de magasin, le numéro de produit et ainsi de suite. Dans la vérité, dans la pratique, comme j'ai dit, on a souvent besoin de diverger un peu. Par exemple, ici, j'ai deux tables de faits, budget et actuel. Elles parlent donc à différentes tables. Vous avez par exemple ici la table de produits qui elle-même parle à deux autres tables de dimension parce que chaque produit appartient à un fournisseur et à un département. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça se modélise facilement. Si jamais je me rends compte que la clé commune n'est pas dans le même format, n'est pas présentée de la même façon, ben, je retourne dans l'éditeur de requête et je formate le tout pour que ça soit facile de faire mes liaisons ici. Alors, quand je vais faire mes relations, je vais pouvoir faire du glisser-déposer ou aller les utiliser par le biais de la petite fenêtre que vous voyez à l'écran. Donc, carrément les dire dans telle table, telle colonne, fais une liaison avec telle table, telle colonne. Power BI nous donne la possibilité de faire des relations bidirectionnelles. Donc, vous voyez ici à double sens. Alors, normalement, les relations partent toujours de la table de dimension vers la table de faits avec une flèche unique. Donc, si vous voyez le 1 et l'astérique, ça veut dire que je pars de ma table de dimension. Là où le numéro de département est là qu'une seule fois, ça s'en va donc la relation vers la table de budget, là où le numéro de département revient souvent. Et donc, quand je vais poser un filtre sur ma table de dimension, ça va filtrer ma table de faits ici comme ça. Quand je mets une relation bidirectionnelle à double sens, comme j'ai fait ici entre ma table DIM produit et DIM fournisseur, eh bien là, ça veut dire que ça peut aller lire dans les deux tables. Fournisseur peut filtrer produit, produit peut filtrer fournisseur. Donc, c'est très puissant, mais ça s'adresse à des gens avertis. Alors, ça va permettre, par exemple, ici, de dire par couleur de produit, j'ai combien de fournisseurs. Et là, on remarque qu'évidemment, ça ne s'additionne pas. Au total, j'ai 10 fournisseurs, mais ça donne que j'ai 10 fournisseurs qui font du blanc, 9 qui font du bois, 7 qui font du brun, et ainsi de suite. Donc, pour produire ce genre d'informations-là, j'ai besoin de la relation bidirectionnelle, mais j'ai besoin aussi que mon lecteur comprenne très bien ce qui se passe parce qu'il pourrait être confus avec la présentation de l'information. Alors, c'est pour ça que les relations bidirectionnelles, on n'en fait pas nécessairement d'emblée, surtout que ça tire pas mal de jus, mais on en fait quand c'est absolument nécessaire. On a dans les possibilités offertes par les modèles de données la possibilité de créer des hiérarchies. Alors, par exemple, ici, j'ai créé la hiérarchie magasin où j'ai déposé la province code postal ville. Ça fait en sorte que désormais, si je veux analyser les ventes, par exemple, par hiérarchie magasin, ben, je vais pouvoir forer pour voir l'information par province, dans la province par code postal, dans le code postal par ville, et ainsi de suite. Alors, ça, c'est assez intéressant aussi. On va pouvoir aussi définir des catégories de données et ça va être utile dans certaines occasions. Par exemple, toutes les données de géolocalisation. Tant que je ne leur ai pas associé une catégorie, ça va être moins précis. Donc, quand je vais leur associer une catégorie, ce sera plus précis sur les cartes. Les URL d'image, URL web, si je veux que mon URL web soit cliquable ou que mon URL d'image retourne une image, ben, il va falloir que je les associe à la bonne catégorie.
Dans mon modèle de données, je vais aussi pouvoir accorder des synonymes à mes champs. Donc, par exemple, mes ventes brutes, peut-être que ça s'appelle vente brute en deux mots, vente tout court. Peut-être que les quantités, pour certains, c'est des unités. Donc, je vais essayer de fournir le plus de synonymes possible. Et ça va aider quand les gens vont utiliser la fonctionnalité de questions en langage naturel. Donc, ils vont questionner les données. Quelles ont été les ventes du représentant 5 pendant le mois de mai? Ben, si on n'a pas dit vente dans notre modèle, c'était revenu, puis qu'on n'a pas mis de synonyme, ça va être difficile à trouver. Alors, si on a fourni des synonymes, on va aider dans ce cas-là. Et on va aussi pouvoir définir des mesures en DAX. Alors, tout modèle de données dans Power BI doit contenir des mesures en DAX. On ne peut pas s'en sortir sans ça. Et donc, les mesures, c'est vraiment les valeurs qu'on va analyser par la suite dans nos rapports. Alors, c'est une étape archi importante. Habituellement, ce que les gens veulent voir, c'est les deux prochaines étapes. Ils veulent voir comment on va explorer les données, comment on va faire la visualisation de données. C'est effectivement ce qui est intéressant, mais malheureusement, sans les étapes préalables, il n'y a rien qu'on puisse faire ici. Alors, ce ne sont pas les étapes les plus difficiles. Les plus importantes et les plus difficiles, ce sont les trois premières étapes. Et faut comprendre que dans un projet, c'est aussi les trois premières étapes qui vont prendre plus de temps. Et quand ça c'est bien fait, quand le modèle de données est très bien fait, le reste se fait aisément. Alors, jetons un coup d'œil maintenant à l'exploration de données comme telle. Alors, j'ai évidemment mis que quelques exemples, je ne pouvais pas tout couvrir. J'ai mis des choses que je trouvais particulièrement intéressantes. Notamment dans Power BI, il y a la possibilité de filtrer les tuiles entre elles, de forer dans une tuile et d'extraire des informations d'une tuile. Alors, je vais vous montrer un peu ici. Par défaut, si je clique sur un élément d'une tuile, vous voyez ici j'ai cliqué sur janvier, les ventes brutes de janvier, l'ensemble des tuiles de mon rapport se met à jour en conséquence. Alors, par défaut, du moment que je vais ajouter une tuile, elle va se filtrer avec les autres tuiles. Mais j'ai aussi une option qui me dit, ben, quand je clique sur la tuile ici, ne filtre pas telle et telle tuile. Donc, c'est moi qui, à la fin, décide de ce qui se filtre et ce qui ne se filtre pas. Mais par défaut, ça a le comportement de filtrer. J'ai aussi la possibilité d'ajouter, on a parlé de hiérarchie tantôt, mais je pourrais aussi très bien créer ma propre hiérarchie par moi-même, donc en glissant des champs ici dans mon axe, je peux créer ma propre piste de forage. Et ces champs-là, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'ils peuvent provenir de différentes tables, alors qu'une hiérarchie, c'est toujours des champs d'une même table. Alors, quand j'ai placé ma piste de forage, vous voyez ici, j'ai mes ventes brutes par, en fait, on va le laisser ouvert, on va l'avoir sous les yeux, par nom de bannière. Je pourrais aller voir le même montant ici, donc mon même 2 778 278 000 et cliquer et aller au niveau suivant. Donc, je le vois maintenant par catégorie, niveau suivant par ville, niveau suivant par département. Alors, j'ai une première possibilité qui me permet d'aller voir le total, comme je viens de vous le montrer, pour chacun des niveaux. Et l'autre flèche à côté, ce qui me permet de faire, c'est voir la combinaison de chaque niveau. Là, il faut être vigilant sur ce qu'on va présenter. Par exemple, ici, je vois les bannières et catégories. Donc, meubles le beau, la catégorie entrepôt. Donc, je vois tout le détail des combinaisons. Et là, vous aurez compris que si je continue comme ça, bien, il va y avoir immensément de combinaisons. Mais quand je suis en train de chercher une information, ça peut m'être très utile. Et comme on parle ici d'exploration de données, bien, c'est une fonctionnalité intéressante. Je peux également forer dans un élément. Donc, par exemple, ici, je clique dans le 80, en fait, c'est 843 000. Je vais cliquer ici dans ce chiffre-là, je vais dans le 342 000, je le vois maintenant par catégorie. Donc, si je regarde maintenant entrepôt Cambridge seulement, je vais voir Cambridge entrepôt comment il se décline donc par département et ainsi de suite. Donc, je peux forer dans un élément à la fois et vous voyez que ça met à jour l'ensemble de mes autres rapports parce que j'ai coché, il faut le dire, cette option qui est une option ici, filtrage d'exploration sur les autres visuels. Et finalement, j'ai aussi l'option, si je m'en vais ici dans les départements, d'extraire. Alors, c'est-à-dire qu'avec mon bouton droit, je peux dire, j'aimerais extraire le rapport des tables.
Et si je fais ça, vous voyez, analyse des tables, j'ai un rapport qui ne parle que des tables. Je peux revenir et dire, maintenant, j'aimerais voir le rapport des buffets, par exemple. Je clique et ce rapport-là va s'être mis à jour pour les buffets. Ça nécessite évidemment d'abord et avant tout que je crée ce rapport-là et que je l'associe au filtre de département. Mais une fois que je l'ai fait, ça s'insère automatiquement. Partout dans mon modèle où est-ce que je vais avoir des départements, je vais avoir la possibilité d'extraire la page de rapport en question. Alors, c'est ce qu'on appelle en anglais le drill through, drill down et drill across. Donc, on filtre, on fore et on extrait en français. Et ça nous donne donc beaucoup, beaucoup de jus quand on est au moment d'explorer nos données. Il y a également dans Power BI beaucoup d'options pour voir nos données en mouvement. Alors, il y a des tuiles qui nous permettent de voir nos données en mouvement. Et il y a même carrément un visuel personnalisé qu'on peut aller chercher donc dans la place de marché de Microsoft qui va nous permettre de cliquer sur Play et de voir notre rapport ici bouger au fil du temps. Alors, quand j'ai cliqué sur Play, regardez ici, vous allez voir quel mois qui est actif et vous allez voir les données bouger. Au début, moi, je voyais ça vraiment comme un gadget, mais finalement, quand on veut comparer des données d'une période à l'autre, les voir bouger, souvent c'est assez révélateur, ça fait sortir des éléments. Alors, vous voyez, janvier, février, donc à chaque fois que ça avance, on voit les nouvelles données bouger pour le mois. Alors, s'il y a vraiment un changement d'un mois à l'autre, ça va fort probablement nous sauter aux yeux. Alors, ça peut être une fonctionnalité intéressante, encore une fois, quand on est au niveau de l'exploration de données. Quand on est au niveau de l'exploration de données, il y a aussi la possibilité d'analyser des clusters, et ça n'a pas été traduit autrement en français, donc je vais utiliser le même terme. Alors, il s'agit, par exemple, ici, j'ai fait un nuage de points. Je regarde les ventes brutes en dollars versus les marges en pourcentage. Alors, j'ai par la suite tout simplement demandé de regrouper pour 3 clusters. Et j'ai donc 3 catégories. Une dont les ventes sont élevées et les marges en pourcentage sont élevées, donc le gris pâle. Une dont les ventes sont pas très élevées, mais les marges sont très élevées. Et une autre dont les ventes et les marges sont pas très élevées. Donc j'ai probablement 3 types de produits et de décisions à prendre par rapport à ces produits-là. On s'entend que c'est pas de la très haute voltige au niveau data science, là. On n'a pas de contrôle sur la façon dont les clusters sont faits. On doit s'en remettre aux paramètres de la tuile. Euh, mais ce faisant, par contre, si on est à l'exploration de données, on peut réutiliser les clusters dans d'autres visualisations. C'est ce que j'ai fait ici. Et ça me permet, par exemple, de regarder ce cluster-là, c'est quoi son comportement sur d'autres analyses par ailleurs. Alors, je pense que ça peut être intéressant au niveau de l'exploration de données. Comme dans toute chose, quand il s'agit de statistiques, moi j'ai tout le temps l'usager d'être vigilant. Si vous n'êtes pas diplômé en statistique, ben, on ne peut pas tirer des conclusions hâtives, mais c'est quand même intéressant donc de voir le comportement des données. Ça pourrait nous amener vers certaines pistes. On a aussi la possibilité de créer des paramètres de scénario. Donc, si vous prenez juste les données dans le coin ici en haut, j'analyse un produit potentiel. Alors, j'ai les quantités prix unitaire, coût unitaire. Le profit arrive à zéro parce que j'ai aussi des coûts fixes qui n'apparaissent pas ici. Et j'ai des engins qui me permettent d'aller jouer avec mes hypothèses. Par exemple, faire varier le prix unitaire en pourcentage, faire varier le coût unitaire, faire varier les quantités. Et là, ça me génère les profits potentiels selon les différentes hypothèses. Alors, c'est un petit gadget, mais ça peut être intéressant quand on est à faire de l'analyse de scénarios. Cela étant dit, moi, c'est ma spécialité de base, faire des scénarios, faire des modèles financiers dynamiques. C'est pas fait pour ça. C'est pas la première chose. Si vous voulez prendre Power BI pour faire ça explicitement, c'est pas le bon outil. Ça peut le faire, faut savoir bien le faire, faut savoir affecter les variables aux bonnes variables du modèle. C'est complexe. Pour faire quelque chose de simple, c'est quand même assez complexe. Donc, ce n'est pas la qualité première, mais ça existe. Alors, je vais insister sur le fait.
Une des options qui est vraiment géniale, qui est apparue récemment, c'est analyser la hausse, analyser la baisse. Alors, du moment que vous créez un graphique comme ça ici avec un axe temporel, si vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé ici, pardon. Bon, j'ai- je sais pas si l'alarme de feu est déclenchée ou non, donc ça se pourrait que j'écourte le webinaire. Pour le moment, ça a cessé de sonner, donc je vais poursuivre, je vais faire fi. On verra si ça revient, je vais écourter et je terminerai la suite que je vous mettrai dans une deuxième portion de vidéo. Mais j'étais donc ici en train de dire, si vous souhaitez savoir ce qui se passe avec l'augmentation ici, dû au fait que vous avez placé le tout donc sur un axe temporel, vous pouvez simplement cliquer bouton droit et demander d'expliquer la hausse. Et là, Power BI va rouler donc un algorithme ici et il va vous proposer une explication. Alors, il vous dit qu'il y a eu une variation de 65,93% entre février et mars. On part donc du montant ici en février au montant ici en mars. Et là, il regarde, bon, c'est quoi l'explication, par exemple, par semaine. Il vous propose, il vous fait plein de propositions. Donc, il y a des propositions que vous allez trouver intéressantes, il y a des propositions que vous ne trouverez pas intéressantes. Celles que vous trouverez intéressantes, vous pourrez les ajouter à votre rapport, telles que proposées, ou peut-être sous un autre format. Donc, vous aurez la possibilité d'aller chercher un autre format. Et celles que vous ne trouverez pas intéressantes, qui ne sont pas pertinentes, vous pourrez l'indiquer. Vous pourrez indiquer pourquoi. Et ce qui est vraiment génial, c'est que ici, on est dans le machine learning. Donc, on est en train de dire que c'est pas intéressant, on spécifie pourquoi. Et donc, l'algorithme derrière devrait se raffiner de fois en fois pour vous faire des propositions qui ont plus de bon sens. Alors ça, c'est vraiment intéressant, surtout si vous êtes au niveau de l'exploration, vous ne savez pas encore quoi montrer. Et une fois que vous récupérez une des propositions, ben vous avez la totale liberté de la mettre à votre main par la suite. Donc si la tuile ne vous plaît pas dans son format ou peu importe, vous avez accès au champ et à tous les objets de visualisation. Donc vous serez capable de la mettre à votre goût. Et finalement, une autre chose aussi qui est apparue récemment qui est intéressante, c'est la suivante. Je suis en train de créer mon rapport, je ne sais pas trop comment faire une certaine chose. Je vais tout simplement double-cliquer. Ça, ça va créer une tuile dans l'espace vide. Ça va me dire poser une question sur vos données en anglais parce que ça existe en anglais cette fonctionnalité-là seulement en ce moment, mais ils sont en train de convertir le tout dans les autres langues, donc ça devrait être disponible dans les autres langues sous peu. Mais pour l'instant, on va dire top 5 en anglais, mais mes données sont en français. Donc si je dis top 5 vente brute by nom de produit, qui est un nom dans mon modèle, vous voyez, ça m'a généré une tuile avec le top 5 de mes ventes brutes par produit. Alors, c'est assez intéressant, somme toute. J'ai vraiment ici le résultat de quelque chose que je cherche tout simplement en tapant en langage naturel. Alors, je vois qu'il y a des questions dans le panneau de discussion. Je vais les prendre juste à la fin parce que je veux vraiment terminer ma présentation. Et alors ça fait le tour d'exploration de données. Évidemment, il y a un paquet d'autres choses. Je pourrais parler de Power BI pendant 3 semaines sans jamais me répéter. D'ailleurs, si jamais à la fin ça vous intéresse, sachez qu'on offre une panoplie de formations sur le sujet. Mais ici, j'ai vraiment pinpointé les fonctions, les fonctionnalités que je trouve intéressantes. Alors, au niveau de la visualisation de données, il est apparu quelque chose récemment, les infobulles qu'on peut personnaliser. Alors, vous me voyez les accrocher depuis tantôt. À chaque fois que je clique ici sur un champ qui représente les ventes, regardez l'infobulle, il est mis à jour selon l'information que je pointe. Alors, l'infobulle, je l'ai créée moi-même. Et quand on regarde les ventes brutes, je voulais qu'on voit les ventes brutes, mais aussi l'écart versus le budget et qu'est-ce qui s'est passé des ventes brutes jusqu'à la marge en pourcentage, donc l'espèce d'explication entre les deux.
Et regardez les informations de la tuile. Quand je vais déplacer ma souris sur l'Ontario, elle se met à jour avec les informations de la province sur laquelle je pointe. Même chose ici, ça se met à jour selon le département sur lequel je pointe. Alors, c'est assez extraordinaire. Par défaut, une infobulle, ça présente les informations comme on est en train de regarder en ce moment. On peut d'ailleurs ces informations-là en mettre davantage, mais on peut maintenant dessiner notre propre infobulle. Et là, ça nous permet de rentrer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations à travers un petit rapport. Et là, imaginez combiné au fait que je peux ici commencer à, en fait, pas, je suis plus dans le dernier niveau, mais que je peux me mettre à forer sur des éléments, à regarder l'information d'un élément dans lequel je fore. C'est très, très riche en termes d'informations. Donc, j'ai autant d'informations dans ce rapport-là que dans les gros rapports papier de 6000 pages, là, pratiquement. Alors, ça, je trouve ça particulièrement intéressant au niveau de la présentation. Il y a toutes sortes de visuels intégrés dans Power BI, donc vous avez le choix d'une panoplie de visuels, mais vous pouvez aussi aller en chercher dans le store de Microsoft, donc la place de marché. Parmi elles, il y a les infographies, c'en est une parmi d'autres, mais je voulais montrer donc qu'on peut facilement faire des visualisations qui sont quand même jolies, qui sont quand même modernes. Ici, donc, les infographies. Je vais vous en présenter d'autres dans quelques instants. Sur mon site web, il y en a une panoplie aussi dont je fais la démonstration. Alors, c'est très riche au niveau des visuels. J'ai mis une section propre sur les rapports paginés parce que quand j'explique Power BI, quand même, je l'enseigne. Il y a encore des gens qui me disent, ouais, mais chez nous, on fait imprimer des rapports paginés. Et là, il y a tellement d'informations qu'on a même agrandi le type de papier pour que ça comprenne toutes les informations. Alors, sachez que si vous êtes des mordus des rapports paginés, il y a un moyen d'aller dans Power BI pour au moins les rendre dynamiques, qu'ils soient produits de façon automatique, mais qu'il soit quand même convivial pour qu'on puisse forer et voir toutes les informations que les gens veulent voir éventuellement. Alors ça, c'est une visualisation qui permet de le faire dans les visualisations personnalisées. Ça ici, c'en est une autre qui permet en plus d'avoir un repère visuel à savoir si la donnée est bonne ou moins bonne. Peut-être que c'est pas toutes les lignes du rapport qui nous intéressent, c'est juste celles qui sont en rouge. Alors peut-être qu'on va juste ouvrir l'information sur les données en rouge. Pourquoi pas aussi, c'est peut-être pas tous les départements qui nous intéressent, c'est peut-être pas tous les fournisseurs, donc pourquoi pas laisser la possibilité aux usagers de regarder vraiment ce qui les intéresse. Ce sont des choses donc aisées à faire avec Power BI. Même dans les visualisations intégrées, vous pouvez faire des matrices dans lesquelles vous pouvez facilement creuser, donc créer des genres de tableaux croisés dynamiques. Vous pouvez mettre du format conditionnel. Vous avez des visuels qui vous permettent rapidement, en fait, si j'allais ici, j'essaie de cliquer à l'extérieur. En fait, lui ici, il est rouge. Peut-être que c'est juste lui qui m'intéresse, puis je vais aller voir juste les données pour celui-là. Et vous voyez donc, quand je clique sur un élément, tout le reste qui se met à jour sur le total. Dans un rapport paginé, si je sélectionne certaines lignes dans ma tête, je suis pas capable de faire le total. Ici, c'est tout sous la main, donc je vois pas d'avantage à rester sur le papier. Vous pouvez même y aller avec des visualisations. Vous voyez ici, ça me montre les résultats de chacune de mes succursales pour le mois de mars 2015. Puis si je changeais de mois, ça va se mettre à jour pour regarder le mois d'avril. Oh, ça n'allait pas bien en avril. Donc, je le vois magasin par magasin. Je trouve ça quand même assez excitant de savoir que les gens pourraient avoir ça sur leur bureau. Donc, au lieu de fouiller dans un paquet de rapports à papier, ils pourraient regarder l'information de cette façon-là. Alors, il y en a plein de ces rapports-là, de ces visualisations-là. Regardez, celui-ci permet de voir les ventes actuelles, budget, ben, en fait, ce que vous voulez comme données, comme cible, l'écart, la tendance des X derniers mois, jours, années, de façon très dynamique. Ça répond évidemment à chacun des filtres que vous pourrez poser ici. Alors, encore une fois, c'est assez, je pense, dynamique et avantageux par rapport à des rapports papier. Une autre chose aussi que vous pouvez faire, c'est insérer un petit image. Donc ici, j'ai fait moi-même l'image, pour ça qu'elle n'est pas très jolie, mais ça permet à vos gens de cliquer dessus
poser des questions. Donc, ça leur permet de poser les questions en langage naturel comme j'ai fait tantôt. Mais j'ai déjà préparé quelques questions que je pense qui peuvent être posées par les gens et les gens donc peuvent à ce moment-là cliquer pour voir la réponse. Alors je pourrais m'en définir d'avance une série que je sais qui vont être demandées et en même temps laisser les gens poser leurs propres questions. Le fait que j'ai mis une image, posez vos questions, qu'on puisse cliquer dessus, ça aide les gens donc à utiliser la fonctionnalité. Alors, il y a également des fonctionnalités comme les signets, c'est ce que j'utilise depuis le début. Là. Vous me voyez changer de page depuis tantôt. Avant de faire la présentation, j'ai désigné des signets. Alors, j'ai vraiment défini ici tout l'ordre de présentation. Quand j'ai foré, j'ai mis des signets où j'avais foré. Alors, supposons que vous êtes en train de présenter votre rapport, bien, vous pouvez vous créer votre espèce de petite histoire, là, le fameux data storytelling. On a maintenant un outil pour bien le faire. Vous forez, vous faites des découvertes, vous les mettez dans les signets et ça vous permet de présenter comme je suis en train de le faire. Vous avez également la possibilité d'arranger vos rapports pour dire, ben, quand quelqu'un clique sur un slicer ou un segment, on puisse donc, je suis dans une page de rapport, quand je clique sur, par exemple, 2015, ben, je veux que ça slice ou que ça segmente l'ensemble de mes pages ou seulement les pages XY. Je peux l'indiquer ici dans la synchronisation des slicers. Alors ça fait un tour très rapide des visualisations de données, mais vous voyez que l'interface est très riche. Et par la suite, il nous reste deux choses à faire. Partager nos rapports. Alors, j'ai mis 5 scénarios. Je vais y aller rapidement. D'abord et avant tout, dans Power BI Service, il y a 3 licences. L'une d'elles est gratuite. L'une d'elles s'appelle Pro et l'une d'elles s'appelle Premium. Avec la licence gratuite, vous pouvez faire exactement tout ce que vous faites avec la licence Pro, sauf que vous ne pouvez pas partager ce que vous faites avec vos collègues. Alors, c'est une version pour vous pratiquer, pour tester la solution. La seule et unique façon que vous pouvez partager des données, c'est en imbriquant votre rapport dans un site web. À ce moment-là, ben, les données sont publiques, n'importe qui peut consulter, n'importe qui peut partager votre rapport. Donc, c'est pas fait pour être partagé. Mais si vous vouliez tester la solution, analyser des données qui sont pas confidentielles, vous pourriez à la limite les partager, donc imbriquer dans un site web. Le scénario le plus commun, c'est plutôt la licence Pro à 10 US par usager, autant ceux qui créent que ceux qui consomment. Et quand vous allez créer votre rapport, vous allez le partager sur powerbi.com dans un espace de travail personnel ou un workspace, app workspace, pardon. Donc un espace de travail collaboratif. Généralement, c'est là qu'on publie et à partir de là, on va créer carrément une application et c'est l'application qu'on va partager avec nos collègues. Donc, généralement, supposons on est deux, trois dans l'espace collaboratif, c'est les deux, trois personnes qui créent le rapport, puis qui le mettent à jour, puis qui sont responsables du rapport. Et par la suite, peut-être qu'on veut le partager, ce rapport-là, avec deux, trois départements ou, je sais pas, 200 personnes, mais ça, on va le faire en créant l'app et en partageant l'app en question. Et donc, c'est de cette façon-là que les gens vont aller le consommer. Le fichier ici va être mis à votre disposition, donc vous pourrez lire plus en détail les scénarios. J'essaie de m'aligner pour terminer vers 13 heures, mais le fichier sera mis à votre disposition. Il y a des façons de travailler sans licence pro pour ceux qui consomment les données dans des cas très, très, très rares. Puis je déteste quand les gens me disent de toute façon de ne pas payer la licence pro. La licence pro est tellement pas chère que ça ne devrait pas être votre objectif premier d'essayer de ne pas la payer pour tout ce qu'elle offre. Mais cela étant dit, j'ai un client par exemple qui analyse des données qui viennent de Dynamics 365. Le rapport ne prend que des données de Dynamics 365. Il n'y a pas d'autres sources de données. Ça lui permet, lui, avec sa licence pro, à lui, de créateur de rapport, de publier sur powerbi.com et de l'imbriquer dans son portail web de Dynamics 365. Et tous les usagers qui ont la licence Dynamics 365 peuvent consulter le rapport. Mais du moment qu'il utilise des données qui ne viennent pas de Dynamics 365, il est incapable de l'imbriquer dans le site en question. Donc ça, c'est un des cas que j'ai vu. Est-ce qu'il y a d'autres solutions de Microsoft qui permettent de faire la même chose? Possiblement. Et sinon, on est vraiment dans les deux autres scénarios, c'est vraiment à part, si j'ose dire.
Par exemple, avec la licence Pro et la licence Embedding, on peut, on peut publier dans l'espace collaboratif sur powerbi.com et ensuite imbriquer le rapport dans une application dont vous êtes le gestionnaire, là, donc, que vous avez développé. Donc, vous devez à ce moment-là enregistrer l'app et avoir la licence embedding. Donc, finalement, c'est une application dans laquelle vous n'aviez pas d'outil de reporting. Vous faites le reporting avec Power BI et vous l'imbriquez dans l'application en question. Et le dernier scénario, ben, c'est vraiment que vous avez la licence Pro pour tous les créateurs de rapports, mais les consommateurs n'ont pas besoin de licence parce que l'entreprise a une licence Premium. La licence Premium, on parle quand même de 5000 $ US par mois, plus la licence Pro pour les créateurs, plus en fait c'est segmenté selon l'utilisation de l'espace qu'on utilise. Mais ça vient avec beaucoup d'autres choses. Donc, ça vient avec le Power BI Report Server on-premise notamment. Alors, je vais vous laisser consulter cette section-là, mais c'est vraiment en général les scénarios qu'on va retrouver au niveau de la publication et au niveau des licences. Et dernier point, il me reste 5 minutes pour voir ça, c'est vraiment au niveau de la consommation des rapports. Alors, regardez, quand j'ai mis S ici, ça concerne Power BI Service. Quand j'ai mis RS, Report Server, et D, Desktop. Alors, je vais vous donner quelques informations. Une fois que vous avez publié donc vos rapports dans le service, donc ici on est dans S, donc dans le service, vous allez pouvoir créer des applications organisationnelles et c'est ce que vous allez partager avec les gens. Ça, c'est ce que je vous ai dit tantôt. Vous allez aussi voir les content packs. C'était la première façon de faire. C'est encore dans le service, mais la façon moderne, c'est vraiment de développer carrément une application. Les gens avec qui vous allez partager vos rapports, ils vont aussi pouvoir se créer eux-mêmes des tableaux de bord. Donc, par exemple, ils ont plusieurs rapports. Il y a certaines tuiles dans certains rapports qui les intéressent plus que d'autres. Ils peuvent épingler ces tuiles-là dans un tableau de bord et ils vont vraiment suivre ce tableau de bord-là en question avec les tuiles qui les intéressent. Et s'il y a une tuile à un moment donné qui a une valeur qui les intrigue, ils vont pouvoir cliquer sur la tuile et tomber sur le rapport détaillé derrière. Ils vont aussi pouvoir questionner avec le Q&A, donc la même fonctionnalité qu'on a vu tantôt en langage naturel. S'ils le désirent, ils vont pouvoir s'abonner par courriel au rapport que vous allez partager avec eux pour savoir quand il y a des mises à jour. Ils vont aussi pouvoir les consommer par application mobile, donc par téléphone ou par tablette. Ils vont pouvoir les consommer à travers un site web si vous avez imbriqué votre rapport dans un site web. Donc, évidemment, ça nécessite que les données ne soient pas confidentielles parce que là, il n'y aura pas de protection. Tout le monde qui va avoir accès au site web va avoir accès à ces données-là. Ils vont aussi pouvoir consommer par code QR. Alors, j'ai vu ça chez un client. Le code QR est installé sur des machines. Les rapports Power BI, c'est des rapports sur les machines. Et les gens dans l'usine, ben, avec leur téléphone, scannent le code QR pour avoir l'information sur la machine en question. Alors, c'est une utilisation parmi d'autres, mais donc les gens pourraient consommer les rapports par code QR. Une fois le modèle publié dans le service, les gens peuvent aussi s'y connecter à partir d'Excel, comme ils se connecteraient à un cube de données OLAP. Donc, le cube de données, c'est votre modèle de données qui est publié dans le service. Donc, il faut comprendre qu'une fois que vous avez publié votre rapport dans le service, il est vraiment centralisé. Les gens peuvent donc l'analyser s'ils le souhaitent, donc voir d'autres données que ce que vous avez analysé à partir d'Excel. Ils peuvent aussi utiliser PowerPoint. Donc, il y a une application qui permet dans PowerPoint de consommer ce qui a été publié dans le service de façon dynamique avec les filtres, les segments et tout. On pourrait aussi imbriquer le rapport dans SharePoint Online. Donc, j'ai fait un exemple ici. Là, je suis allée voir dans mon SharePoint. Il faut vraiment ajouter une page et imbriquer le code Power BI que le service nous fournit. En plus de ça, les gens qui consomment votre rapport peuvent cliquer sur un bouton qui s'appelle Analyse rapide. Et analyse rapide, ça ressemble un peu à analyser la hausse, analyser la baisse que j'ai vu tantôt,
mais c'est plus qu'analyser des hausses et des baisses. C'est un paquet d'algorithmes qui sort un paquet d'informations sur les tendances, les éléments hors normes, les corrélations et ainsi de suite. Encore une fois, on n'a pas accès aux algorithmes, donc il faut faire confiance aux informations qui sont fournies. Parfois, ce sera intéressant, parfois, ce sera juste suffisant pour nous faire réfléchir à des analyses qu'on voudrait faire. Et on peut toujours incorporer le résultat à notre rapport et le modifier le cas échéant là aussi. Et si quelqu'un, par exemple, consomme votre rapport, le trouve intéressant, mais veut faire ses propres analyses, non pas dans Excel, non pas à l'extérieur de la solution, mais vraiment à l'intérieur du service, bien, dans le service, il va avoir accès à votre modèle de données et aux visualisations. Donc, il ne viendra pas changer quoi que ce soit à votre modèle, il ne viendra pas rien écraser, rien modifier, mais il va pouvoir se connecter au modèle qui, encore une fois, au risque de me répéter, centralisé et créer ses propres visualisations de données pour mieux le comprendre. Il pourra également se créer des alertes, donc dire par exemple quand cette valeur-là passe au-dessus de tel seuil, envoie-moi un courriel. Alors ça, c'est assez intéressant quand c'est nos données qui commencent à nous aviser qu'il y a quelque chose de pas correct, plutôt que nous qui cherchons qu'est-ce qu'il y a de pas correct. Alors c'est intéressant de savoir qu'on peut programmer ces alertes-là. Et comme j'ai dit tantôt, ben, si on a la licence appropriée, on va pouvoir imbriquer les rapports dans une application, donc les gens pourraient le consommer directement à partir de là. Sinon, à partir du service, les usagers peuvent aussi se connecter à des fichiers et à des bases de données, mais dans ce temps-là, ça veut dire que les données sont parfaites, ce qui est rarement le cas. Donc, ils ne peuvent pas avoir accès ni à l'éditeur de requête, ni à la modélisation de données. Alors, les gens, quand ils commencent à utiliser Power BI, c'est là qu'ils vont, mais il manque tout Power BI Desktop, qui est 95% de la solution. Alors, c'est possible de se connecter, mais à moins qu'on ait vraiment un modèle tabulaire prêt à l'emploi, ça laisse peu de flexibilité. Une autre solution qui est intéressante, et si vous n'avez pas commencé à utiliser Power BI et que vous pouvez utiliser ça, c'est, je vous dirais, commencer par ça, c'est les Software as a Service. Alors, il y a une panoplie de Software as a Service. Par exemple, j'en nomme un parmi d'autres, Google Analytics. Je me connecte à Google Analytics avec mon user and password et j'obtiens un modèle de données, un rapport, un tableau de bord déjà tout monté pour moi. Ça, c'est préfabriqué. Ça veut dire que si vous connectez à votre Google Analytics, vous avez exactement le même modèle de données, même rapport et même tableau de bord que moi, mais avec vos données, bien évidemment. Moi, je vois mes données, vous, vos données, mais on a le même rapport, le même tableau de bord. Alors, si vous utilisez un software as a service qui est dans la liste, ce serait vraiment une très bonne façon de commencer. Vous vous connectez et vous voyez ce que ça génère. Et déjà, vous voyez vos données que vous connaissez et ça vous donne un bon aperçu de ce que vous pouvez faire avec Power BI. Si vous en avez besoin, il y a aussi la possibilité de se connecter à un jeu de données en streaming. Alors, si vous aviez des données cumulées par un senseur, par exemple, que vous voulez suivre en temps réel, vous pourriez le faire par le service. Et quand vous serez dans le report server plutôt que le service, ben, vous verrez une fenêtre qui est plus, c'est un portail web mais imbriqué donc dans le portail de l'entreprise. Et vous allez voir donc une section KPI, une section rapport Power BI Service, une section de rapport Excel. Donc c'est vraiment segmenté. C'est pas que Power BI, c'est pas que des rapports de Power BI Desktop, mais il y a entre autres la possibilité de consommer les rapports de Power BI Desktop. Et là aussi, il y a la possibilité de consommer à travers les appareils mobiles et de s'abonner par courriel aux différents rapports. Et dernière chose, si vous êtes dans le desktop, ben vous pouvez toujours reconsommer un modèle qui a été publié dans le service. Comme je l'ai mentionné tantôt, à ce moment-là, ça va être en connexion active et vous ne pourrez pas modifier quoi que ce soit. Et ça va vraiment être de l'analyser comme tel. Donc le modèle, il est parfait. Et de toute façon, il sera peut-être mis à jour dans la version originale sur le service, ce qui affectera donc votre nouveau Power BI Desktop, votre nouveau rapport dans Power BI Desktop. Mais c'est que vous voulez donc créer un différent rapport, peut-être qui s'adresse à différentes personnes, mais sur le même modèle de données. Alors, j'ai terminé 3 minutes plus tard. J'aimerais vous laisser savoir que sur le blog, la présentation que je viens de faire, elle est disponible. C'est-à-dire le fichier Power BI Desktop, il est disponible. Il s'agit de chercher une vue à 360 degrés. Alors, dans cet article-là, vous retrouverez le rapport en question Power BI imbriqué
Et dans l'imbrication, vous verrez qu'il y a quelques pages de plus, notamment à la fin. En fait, je ne cliquerai pas sur tous les liens, mais à la fin, vous avez différents liens pour d'autres webinaires, pour des articles de blog qui expliquent plus en détail ce que je viens de dire. Chacun des éléments que je viens de dire, ils sont expliqués plus en détail sur le site. Et vous y trouverez également une liste de formations, la même que vous trouvez dans notre section formation sur le site web. Alors, ça termine ma présentation. Je vais arrêter l'enregistrement.